C'est pas de l'intro, c'est de la nitro. Nitro. C'est pas de l'intro, c'est de la nitro. Ni trop tard, ni trop tôt. Nitro d'escroc, croc de la horde. Tos qui t'explose, accro qui morde. M'amuser jusqu'à la corde raide, le quintuple D, daddy dead, plaide, coupable, de maintenir ce monde immonde sous sa coupe sombre. Des atouts pleins son stylet qui coupe sans encombre. Les strophes Molotov de quinte coupent les tifs en 5 et l'herbe sous ta plante. Quoi de plus beau qu'un rap à l'eau que mon délirant dire supplante. Je suis furibond. Prie sinon y a de la nitro sous tes ponts. Ma névrose te décompose, t'arrose, te sauver à quoi bon. C'est pas de la grenadine ni de l'aspirine, c'est de l'ovomaltine. La dynamite en barre de barbare, de la négro-glycérine. Naguère petit, ma guerre gris, via le cimetière, les blaires sans mammouth. Après en rare son, mes guérillas sans, mes pétards blessants qui te shootent. Un seul couplet du jamais fait pour violer les secrets. Les consciences des audiences qui dansent en transe et que je tenserai. Avec mes longueurs d'onde d'avance, mon stock de stance, mes bombes Maus, symétriquement atomiques, mon aiguillon pique et tes frousses, jamais ne s'émousse, te secousse en secousse, te repousse ou court à ta rescousse avec Monsieur Larousse. La vague nitro te submerge, te plonge dans ses pièges sur ta face éclabousse. Poupa. Dictate intact du tact compact. Dictate intact du tact compact. Dictate intact du tact compact. Suprématie des puissances opaques qui opportunément passent à l'acte. SHERKAN, Sherkan le tigre anaconda, Jawal déjà légendaire par la nitro t'invite illico au trépas, fin du combat car toi tu vas de l'armada subir le flot, c'est pas l'intro c'est la nitro, chaud trop chaud, chaud devant, chaud. C'est pas l'intro c'est de la nitro, nitro, c'est pas l'intro c'est de la nitro, ni trop tard, ni trop tôt. Voilà le genre de prose enflammée que j'écrivais autour de ma 23e année, quand j'étais totalement emporté par le rap qui déferlait sur les ondes, et que j'y voyais presque le retour, après une variété française un peu gentillette des années 80, le retour à quelque chose de sauvage, quelque chose d'incandescent, quelque chose d'incantatoire. Et merci. L'incantatoire, je l'avais avant sur les ondes radio, j'ai toujours écrit de la philosophie en écoutant la radio ou de la musique, et je l'avais, l'incantatoire, avec des chansons américaines. Et c'était doublement incantatoire. D'abord parce qu'il y avait une véritable verve ancrée dans le corps. On était dans le corps. Les chanteurs américains, les rappeurs, les premiers rappeurs américains exprimaient une rage, une colère, des revendications, des protestations qui étaient totalement ancrées dans le corps. Et j'avais besoin de ça à cet âge-là. Pratiquant, comme on l'a vu à la dernière conférence, cas comme Kung Fu, pratiquant le Kung Fu intensément, mais aussi la philosophie. Et puis, doublement incantatoire parce que c'était de l'anglais. Et que, ayant été un gentil élève de notre système éducatif, je ne maîtrisais pas assez l'anglais pour pouvoir comprendre les chansons, notamment le rap, bien sûr, mais les chansons américaines qui déferlaient sur les ondes radio. Et le fait de ne pas comprendre l'anglais, et pourtant de fredonner toujours comme en yaourt, on sait bien ce que c'est, faisant semblant de chanter anglais les grands tubes américains, m'apportait une délectation tout à fait étrange. La sensation qu'il y avait quelque chose à comprendre, mais que je ne comprenais pas. Et loin de me dire je ne comprends pas et de vivre ça comme quelque chose de violent, comme une absence de sens qui m'inviterait à un décryptage frénétique jour et nuit, le fait de ne pas comprendre, en comprenant la chose essentielle, c'est qu'il y a du sens derrière ces mots anglais, qu'il y a une véritable verve, donc des véritables corps qui souffrent, qui aiment, qui racontent leurs émotions, leurs espoirs, leurs désespoirs, m'apportait non pas quelque chose de l'ordre du déplaisir, quelque chose de l'ordre de la frustration, mais au contraire, un véritable contentement. Je pouvais fantasmer les chansons qui étaient peut-être à l'eau de rose, et peut-être complètement sirupeuses, je pouvais fantasmer le sens des paroles. Alors qu'en français, la chanson française m'offrait peu ces réjouissances-là. J'étais amoureux à l'époque de Brassens, de Ferret, c'était très classique, de Brel, mais le sens était quand même plus ou moins limpide. Ferret, par exemple, m'apporta vraiment beaucoup de réconfort parce que, poète comme il était, le sens parfois achoppait. L'apparition du rap, c'était l'apparition dans les années 80 de la langue des banlieues, que je ne maîtrisais guère, et c'était l'apparition d'une sauvagerie dont je n'avais pas idée, et qui faisait qu'elle était très peu compréhensible pour moi,
élevé une famille de classe moyenne, fréquentant la banlieue, étant né en banlieue, mais une banlieue, on va dire, pas tellement difficile. Et finalement, quand j'entendais Joey Starr, par exemple, le premier Joey Starr, hurler des mots incompréhensibles, parce qu'il avait un recours à un argot que je ne maîtrisais pas, parce qu'il y avait un recours à un flow, on dit en rap, hein, une façon de scander les mots qui m'éblouissait, qui m'émerveillait, je retrouvais le plaisir de mes chansons d'anglais, dont le sens m'échappait et qui m'apportait justement par cet échappement même un certain plaisir. Tout d'un coup, la langue française m'apportait le même plaisir que la langue américaine, non pas une totale clarté du texte, mais au contraire une sorte d'opacité qui faisait que mon corps se mettait à frémir, et ma tête avec, dès que j'entendais du rap que j'ai appris à décrypter et même à composer. Alors, ce qui est très intéressant dans cette approche-là, me semble-t-il, c'est que c'est le floutage du sens qui a commencé pour moi à être une sorte d'invitation à philosopher. Non pas un sens clairement donné, mais un sens tellement incarné dans le corps que c'est comme si le corps, les instincts, la sauvagerie, les émotions fortes, les sentiments virulents, toxiques, puissants, négatifs, pouvaient finalement m'introduire à ce que j'ignorais de moi-même, comme une sorte de thérapie sur moi-même. Me brancher sur ces ondes-là, c'était me brancher sur de l'énergie pure. Et certains d'entre vous ont peut-être fait cette expérience-là, peut-être pas dans le rap, mais dans d'autres musiques, d'une connexion par la parole, par le sens, à de l'énergie pure. Alors, vous voyez tout de suite la transition que je vais faire avec la dernière conférence que certains d'entre vous ont vue. C'était le mois dernier, c'était K comme Kung Fu, avec mon maître de Kung Fu, maître Jung, Kung Fu que j'ai découvert à 14 ans. Et on a vu le mois dernier cette puissance du corps et cette capacité par une répétition des mêmes gestes, en l'occurrence pour le kung-fu, mêlée de petites mutations, je répète, mais comme à un moment je suis trop fatigué, comme à un moment je dois adapter mes répétitions de mouvements à la situation, à l'adversaire, etc., j'introduis des micro-mutations dans ma répétition. Et on a vu comment ça pouvait découler sur une création abondante de styles différents, 400 styles pour le kung-fu, cette idée d'un artisanat tellement maîtrisé, tellement répété, qu'il produit une créativité, et non pas une répétition stérile. La répétition mutagène, on pourrait l'appeler comme ça, qui engendre de la mutation. C'est ce qu'on a vu connecté à l'art du combat, à l'art du corps. Donc nous avons là un ancrage, on a vu un nouveau cycle dans nos conférences, dans nos rencontres, un ancrage, une inscription dans le corps, avec de la répétition, avec des normes, avec du style, et puis de la créativité. Et bien là, nous allons continuer ce fil-là, ce fil corporel-là, ce fil charnel, ce fil vibratoire, ondulatoire. Nous allons le continuer non pas en explorant les limites du corps, mais en explorant les limites du sens. Les limites où le son et le sens hésitent, pour reprendre la définition de Valérie de la poésie, du poème, là où le sens et le son finalement nous plongent dans une longue, profonde hésitation. Alors, il y a toujours cette idée, dans le kung-fu, d'une perfection avisée, d'un acte parfait, d'un acte martial. Et on a vu la perfection dans le kung-fu, en quoi elle résidait. Elle résidait dans l'efficacité, mais aussi dans une certaine esthétique du geste. Non pas un geste esthétique pour faire joli, mais un geste esthétique parce que atteindre l'efficacité maximale, nous disait Maître Jung, c'est atteindre l'esthétique maximale. Et finalement, mon geste devient beau parce qu'il est efficace. Comme si l'efficacité pure débouchait sur une qualité esthétique magnifique. Et quelque part, ça pourrait être une très belle et subversive définition de la beauté elle-même. Est beau ce qui est au-delà presque de l'efficace rationnel quantifiable. Intéressante définition. On va plonger dans le langage tous ensemble. Vous aurez le droit à un autre rap à la fin de la conférence. La question, évidemment, de l'idée de commencer par un texte écrit, c'est de vous renvoyer tout à chacun à ses propres créations littéraires. Vous en avez tous, toutes. Vous aviez tous, peut-être enfant, quand vous découvriez la langue française ou une autre langue, une activité créatrice presque démesurée. Je ne parle pas du balbutiement de l'enfant qui fait des erreurs charmantes aux yeux des adultes parce que ça fait partie de son processus d'apprentissage de la langue. Mais je parle de cette capacité créatrice qu'on obtient à l'adolescence, parce que l'adolescence, contrairement à l'enfant, l'adolescence à l'enfance est un lieu où il y a une micro-société, la micro-société des adolescents, que l'enfant n'a pas aussi fortement. Et dans cette micro-société, c'est ça qui va nous intéresser, d'une vision un peu politique
au sens général du langage. Dans cette micro-société, eh bien, le langage est en mutation, est en répétition et est en fragmentation dialectale. On va le voir plus tard. Pour faire la transition et finir cette introduction entre K comme Kung Fu et L comme langage, je vais vous citer ce fameux proverbe chinois. J'écoute le chant de l'oiseau non pour sa beauté, mais pour le silence qui le suit. Toute réflexion sur le langage, me semble-t-il, à partir du moment où on l'ancre dans la corporéité, ce qui est un peu le fil rouge de toutes nos conférences, comment remettre le corps et le sens ensemble. Toute méditation sur la langue va de pair avec le silence. Il est étonnant que dans les colloques de philosophie, le langage soit abordé de façon hyper analytique, quasiment mathématique, par des linguistes. La linguistique est une science assez récente, hein, elle a un siècle, moins d'un siècle même, et par une approche, je dirais, qui décortique la langue presque mathématiquement. On a des grands théoriciens comme ça. Il est étonnant de couper ce qui, pour moi, est l'essentiel même du langage, non pas de la langue, mais du langage, de tous les phénomènes de langue et du fondement même de l'être humain, la capacité à s'exprimer. Il est étonnant de ne pas connecter cela au corps et au silence. On a de très belles méditations philosophiques sur l'idée que, c'est Nietzsche qui dit ça par exemple, que l'essentiel dans ces fragments, c'est une écriture morcelée en fragments, ce ne sont pas les fragments eux-mêmes, mais les silences qui séparent les fragments les uns des autres. L'essentiel à retenir de Nietzsche, c'est simplement cette ingurgitation féconde, méditative, ce recueillement introspectif, gorgé d'un texte, et comment on digère le texte. Et ça passe par le silence. Et on va voir, je vous dis un peu la trame que l'on va suivre, elle est très simple. Elle est de comprendre comment le langage lié au corps s'articule avec le silence. Est-ce le silence qui produit le langage ? Et je parlerai à partir d'un silence profond, un silence personnel, et les mots intenses, non pas le discours bureaucratique, mais les mots personnels, les mots gorgés d'affect, viendraient d'un silence profond qu'il faudra essayer d'analyser ensemble. Ou est-ce que le langage est le créateur du silence lui-même ? J'écoute le chant de l'oiseau non pour sa voix, mais pour le silence qui le suit. Le langage, finalement, n'aurait d'autre but que d'atteindre un silence plein, une autre qualité de silence, comme si le langage était capable de distordre l'espace-temps et de produire un silence qui ne soit pas le silence, je dirais, de l'ennui, de la tristesse, le silence monotone de la répétition des saisons, mais un silence proprement humain, un silence auquel serait adjoint du sens, par le langage précisément. Si on arrive à démontrer ça, ça voudrait dire que nous parlons pour pouvoir être silencieux, mais humainement silencieux, non pas le silence des bêtes, mais le silence des hommes, le silence des femmes. Et il faudra évidemment s'interroger sur cette qualité de silence. Dans la critique actuelle du langage, je fais un petit résumé assez bref, parce que nous sommes en France, notamment en France, dans une immense et éhontée caricature. J'ai écrit deux ouvrages, me semble-t-il, importants sur le langage, importants pour moi dans mon propre parcours, je ne me donne pas des notes. Mot pour mot, quelle orthographe pour demain ? Mot pour mot est une réflexion, un dialogue platonicien entre deux partisans différents du langage et de l'orthographe, mais en fait ça parle du langage et de la philosophie. Noémie, qui est pour une réforme de la langue et accepte que l'orthographe soit distordue par les nouvelles technologies, les SMS, Internet, et c'est quelqu'un de très érudit, qui connaît profondément la langue et qui a des arguments très forts en faveur de cette fluidification du langage et de l'orthographe et du code écrit. Et puis Louis, qui est professeur et qui, lui, est plutôt dans une version très académique, très puriste, on va dire, tout en n'étant pas dans la caricature lui-même, hein, en comprenant un peu, en ayant une vision du monde. Et dans ce livre, je veux montrer que je ne tranche pas vraiment, on sent à peu près où va mon cœur, quand même, vous verrez dans le livre, mais je ne tranche pas vraiment. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, c'est connecté existentiellement. Louis ne tient pas ce discours puriste sur l'orthographe qu'il faut absolument respecter, et puis sur ce tout fout le camp que les jeunes induisent avec leur révolution de l'orthographe débile, Dixit Louis. Il ne dit pas ces propos-là comme ça au hasard, ou parce qu'il est ronchon. Il dit ça par toute sa posture existentielle. C'est toute sa vie, toute son existence, tous ces blocages émotionnels, toutes ces frustrations, tous ces espoirs qui font qu'il tient cette position sur la langue. Là encore, la langue est incarnée dans son corps, au corps au sens phénoménologique d'espace intime.
Et puis, Noémie, bien sûr, elle ne tient pas ce discours flamboyant sur une langue qui pourrait redevenir fluide, inventive, ludique, joyeuse, libre. C'est aussi ce discours adossé à son existence et à une vision du monde et une expérience. Et donc, dans le dialogue, ils en viennent à parler de l'orthographe, puisque Noémie est sourde, et ils se rencontrent dans des trajets de TGV, et pour communiquer, ils sont obligés d'écrire sur une feuille de papier. Et c'est juste une rencontre comme ça, quotidienne. Bonjour, comment allez-vous ? Je suis sourde, écrivez-moi, excusez-moi. Et puis, faisant des fautes d'orthographe, Louis commence à la corriger en bon prof qu'il est, et le débat s'engage sur l'orthographe, mais comme ça, il tombe du ciel presque. Et je voulais montrer dans cette réflexion sur la langue, en fait, le langage, plus précisément, tient à un paradoxe inouï, peu analysé. C'est que le langage tient de la culture et de la nature. C'est vraiment, je dirais, la synthèse des deux. On a tendance en philosophie à distinguer ce qui est culturel, ce qui vient de la création humaine, et puis on a tendance aussi à distinguer ça avec la nature, ce qui vient de l'inné. Et bien le langage, précisément, est culturel et inné. Nous avons tous de façon innée, et ça ce n'est plus remis en question scientifiquement, on le sait, depuis peu de temps en fait, relativement peu de temps, on sait très bien que le langage est une capacité innée de l'être humain. Voilà. C'est-à-dire que si vous plongez n'importe quel enfant dans un bain linguistique, eh ben, il apprendra naturellement la langue. Peut-être pas l'orthographe, peut-être pas l'écrit, mais en tout cas l'oral. Il parlera naturellement. Disposition naturelle à parler, mais par contre, il faut qu'il y ait culture. Il faut qu'il y ait un bain et une langue donnée. Et la langue, c'est justement ce bain qui peut changer en fonction des latitudes. Si on vous avait mis enfant en Chine, vous parleriez couramment chinois, évidemment. Et donc, vous voyez, on a une fusion entre culture et nature, et c'est une fusion qu'il faut aussi profondément analyser. Alors, le discours actuel sur la langue est un discours extrêmement puriste en France, et ce qui est chose étonnante, ce que j'ai découvert notamment avec mon livre mot pour mot, je vous parlerai du deuxième livre après, que j'ai découvert notamment du côté des écrivains. Et même des écrivains de gauche. On a fait une conférence sur la gauche en montrant que c'est le mélos, que c'est une parole connectée au corps, etc. Et bien en fait, nos romanciers de gauche sont extrêmement puristes sur la langue. Ils ont une vision totalement archaïque. Et je dirais, nous tous, c'est ça que j'ai découvert dans ce livre, moi-même étant prof, corrigeant maniaquement mes élèves, je me rappelle de copies où j'entourais toutes les fautes, j'étais arrivé à 106 fautes. Et on est formé pour ça, pour corriger les fautes d'orthographe. Eh bien, on ne nous a pas appris que tout ça, c'est une création assez arbitraire pour exclure la moitié du peuple, les demi-savants, etc. Et c'est justifié, évidemment, comme un code de référence unique. Et ça, je l'ai découvert en explorant l'orthographe comme une des premières aliénations, finalement. On est aliéné à l'orthographe, on n'en a pas conscience, mais quand on voit une faute d'orthographe, pour nous qui sommes trop bons élèves et trop bons professeurs, eh ben, on a un sentiment de nausée. Et c'est la preuve d'une aliénation. Si vous êtes dégoûté de quelque chose qui ne devrait pas fondamentalement susciter le dégoût, être dégoûté parce que vous voyez quelqu'un qui souffre, oui, ça c'est naturel, l'écopraxie, le comportement de souffrance de l'autre induit une souffrance presque par mimésis, de pitié. Mais une faute d'orthographe, normalement, le dégoût, on devrait relativiser. On ne peut pas. Et plus on est aliéné à ça, plus le poil se hérisse face aux fautes. Et c'est très étonnant parce que j'ai eu beaucoup de débats là-dessus. J'ai remarqué qu'il était impossible, par des arguments rationnels, de retourner une assistance. C'est-à-dire que si l'assistance pense que les fautes d'orthographe, c'est scandaleux, on ne peut pas rationnellement retourner ces personnes-là. Même mon livre n'y arrive pas, 250 pages. Parce que ce qui est fondateur pour nous, on l'a dans le corps. Parce que remettre en question des choses qui ont fait grandir notre corps, grandir nos émotions, grandir notre rapport au monde, eh ben, c'est remettre en question qui nous sommes profondément. Et là, il y a une sorte de paralysie existentielle qui vient. Alors, le débat actuel nous parle de l'insécurité linguistique des jeunes. Et puis, trouve une magnifique, totalement fausse évidemment, illustration de la violence notamment des banlieues défavorisées, en disant, vous connaissez l'équation, c'est Ben Tolila et compagnie qui disent ça, les jeunes sont violents parce qu'ils ne parlent pas. Voilà. C'est la théorie très sérieuse, prouvée par A plus B, mais évidemment à détruire totalement. D'abord, la première destruction, c'est que les jeunes, ils parlent. Et Dieu sait qu'en banlieue défavorisée, la tchatch, c'est presque un pilier de la communauté dans ces zones défavorisées. La tchatch, l'art de chambrer, l'art de parler, les tours de langage. Ceux qui prennent la parole, c'est pas les plus costauds, c'est ceux qui ont le plus d'humour en général, ceux qui savent raconter les histoires, c'est ceux-là qu'on écoute d'abord. Si on sait pas raconter une histoire, si on sait pas faire preuve d'éloquence,
peut-être pas l'éloquence des puristes ou l'éloquence du 16e, mais une certaine forme d'éloquence, réel humour, et ben on n'a pas le droit de parler quelque part. C'est ça qui fonde l'autorisation de parler, l'autorisation de dire, de partager. Donc d'abord, la parole est là, et ensuite c'est une vision finalement néocoloniale ou colonialiste. Hein. Les bons sauvages qui parlent mal et qui donc ont affaire à leurs instincts les plus primitifs, parce que faute de mots, ben, on tape sur le voisin. C'est texto ce que dit par exemple le linguiste Alain Bentolila. Texto, hein, c'est vraiment... Il donne des exemples au tribunal, l'individu se fait juger, on sent qu'il est énervé, qu'il est en colère, mais il balbutie des mots. Au tribunal, c'est pas, hein, quand on risque quelques années de prison, c'est un peu normal. Et du coup, il se lève et il veut fracasser la tête du juge. Et démonstration de Bentolila, regardez, il n'a pas eu les mots, il a balbutié, et donc il en vient au point. Alors, c'est totalement, ça ne tient pas la route, même je dirais dans la communauté linguistique, ça ne tient pas la route, même scientifiquement, ça ne tient pas la route. Les études sociologiques nous montrent que c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Premièrement, ils ont le langage, j'adore. Deuxièmement, on n'est pas du tout dans ce processus-là. Donc l'insécurité linguistique, c'est pas une carence de mots. Exemple de notre cher ami, mon Dieu, ils ne peuvent pas dire toutes les nuances de la saveur. Hein, ils disent c'est trop bon tout le temps. Hein. Le langage est réduit à l'adverbe trop et puis à bon. Alors la soupe elle est trop bonne, la fille elle est trop bonne, et puis le film il est trop bon. Voilà. Ça, évidemment, alors ils ne disent pas exquis, ils ne disent pas succulent. La fille est succulente, le film est savoureux. Voilà. Mais évidemment, vous savez très bien, avec la télévision et les modes de communication aujourd'hui, vous savez très bien que n'importe quel gamin de banlieue connaît le mot exquis et le mot savoureux. Donc ils peuvent très bien connaître le mot exquis, mais juger que ça fait très bourgeois, que ça fait très prout-prout comme ils disent, et que c'est pas du tout un code de référence pour eux. Et que trop bon exprime finalement, non pas ce raffinement, hein, quand je dis que c'est exquis. Regardez la sonorité des mots, parce qu'on va aller vers ça, je vous le garantis. Ça, c'est la bête noire des linguistes depuis Saussure, l'idée que les mots puissent avoir une matérialité affective, hein, une sorte d'expressivité phonétique. Mais quand je dis c'est exquis, il y a quelque chose de serré, il y a quelque chose de pointu, c'est exquis. Si c'est vraiment bon et succulent et savoureux et enfiévrant, on ne peut pas dire c'est exquis. Le corps mentirait. On dit c'est trop bon. Oui, mais c'est pas pareil que de dire c'est trop bon. Donc il y a là aussi une participation du corps qui va combler ce déficit. Mais ce déficit, encore une fois, il naît purement de l'utilisation et des codes culturels qui sont mis en chantier lorsqu'on utilise du savoureux et du trop bon. Alors, pour ce qui est donc de l'insécurité linguistique, il faudra peut-être partir d'un autre paradigme. Ce paradigme, je le trouve chez Alfred Tomatis. Vous connaissez peut-être la méthode Tomatis, un otorino-laryngologue qui a mis en place, qui se passionnait après la Deuxième Guerre mondiale, qui se passionnait sur les dysfonctions du langage, et qui a décidé de mettre en place une méthode d'orthophonie pour pouvoir suppléer les carences du langage, les déficiences. Et il a une théorie qui est vraiment passionnante. Sa théorie, alors il est radié de l'ordre des médecins, évidemment, c'est un peu un rebelle théorique, un rebelle théorique. Son père était d'ailleurs chanteur, et l'amour qu'il a eu pour la musique a nourri son amour pour comprendre le lien entre l'oreille, c'est vraiment le grand, je dirais, philosophe de l'oreille. Voilà ce que Tomatis nous dit. Il nous parle du corps, et il nous parle de la voix comme quelque chose d'absolument ondulatoire et de vibratoire. Et finalement, l'oreille va être comme le contrôle, une sorte de clavier qui va contrôler cette vibration qui vient du langage. Le langage, pour Tomatis, est une coulée d'ondes, une coulée de sons, une coulée verbale, un flot, on pourrait dire. Et là, on peut l'écrire au T. Dit-il, la participation du corps dans le langage est évidente et, au surplus, elle est totale. Elle met en effet en action tout l'organisme. Le corps est créateur de cette coulée verbale et récepteur du discours d'autrui. Ça, c'est pour moi absolument intéressant et passionnant. Le corps est créateur de cette coulée verbale. Le langage crée quelque chose de très concret, des vibrations sonores dont on peut se délecter, et des vibrations aussi de sens. Et puis, on peut aussi le recevoir. Et là, on a toute une sorte de théorie du mélange, pour le coup, qui peut se mettre en place. Avec l'idée que dans le langage, il y a d'abord la pénétration de moi en l'autre et la pénétration de l'autre en moi, réellement, matériellement. Et la fonction majeure de l'oreille, nous dit Tomatis, c'est d'absorber avec une particulière prédilection le langage. Fonction de l'oreille,
absorber le langage. Elle goûte, elle l'apprécie, elle en décante la substantifique moelle, elle l'intègre et l'emmagasine dans ses réseaux cérébraux. Cette définition est doublement magnifique pour moi. Premièrement, on a affaire à quelque chose de corporel dans le langage lui-même. Non pas que le langage viendrait du corps, mais que le langage lui-même est charnel, on pourrait dire. Vibration d'ondes dont l'oreille se délecte. On a l'idée d'une digestion. Le langage est quelque chose que je donne, que je secrète presque, et l'autre va le digérer. Et il y a le sens, ça c'est le deuxième point, le sens est lié au son. L'un ne va pas sans l'autre. Et là, ça va rejoindre cette idée de l'expressivité phonétique, ces fameux mots qu'on peut utiliser, qu'on peut sélectionner dans la langue en fonction de leur expressivité propre. Nous vivons actuellement, me semble-t-il, une véritable crise, qui est une crise langagière. On parle de crise de génération, on parle de crise financière, mais je pense que fondamentalement, quand on observe un peu notamment la musique que consomment les jeunes, leur façon de s'approprier le langage, de s'approprier l'écrit, qui est une immense première. Le dernier groupe, je dirais, qui s'est approprié l'écrit et qui n'était pas spécialement érudit, c'était les femmes au XIXe siècle, les femmes de la bourgeoisie, et puis ensuite il y a eu la scolarisation, etc. Mais là on a affaire à tout d'un coup de l'écrit en veux-tu, en voilà. Mais un écrit qui s'est fortement oralisé. Et donc, quand on dit oralisation, on dit chair du son, on dit phénomène vibratoire. Je vais prendre le mot qui est un mot que les puristes n'affectionnent pas, le mot de putain. Prenons ce mot-là, qui est en fait un des mots les plus répandus de la langue française, puisque c'est un mot qui est utilisé comme une onomatopée qui vient scander le discours en fonction de la charge affective que l'on rencontre. Qui vient scander le discours, comme si, au cœur même du langage, lorsque le cerveau n'a pas tout le contrôle, mais qu'on laisse un peu le corps s'exprimer, que la raison ne vient pas filtrer tous les mots, il fallait qu'il y ait une connexion à quelque chose de tabou, à quelque chose de transgressif. Le mot putain, finalement, dans le langage, joue le rôle d'une sorte de soupape de transgression dans quelque chose qui pourrait être huilé, sans vague, sans onde, sans vibration, sans chair. Remettre ce petit vocable-là, et vous savez ce que ça donne en anglais, je crois que c'est fuck, fuck, motherfucker, etc., dit par des gens bien qui peuvent être en costard-cravate et propres sur eux. C'est précisément cette idée que le langage connecté au corps est toujours quelque chose qui va vers la transgression, vers quelque chose où la norme est toujours décontenancée. Alors, on va prendre ce mot et on va voir deux chansons. Une chanson qui date de plusieurs dizaines d'années, avec le magnifique parolier Jean-Louis Dabadi, que vous connaissez peut-être. C'est une musique de Michel Legrand. C'est La Putain, chantée par Reggiani. Et regardez comment il utilise ce mot, je ne vais pas vous la chanter, mais ouais, je la fredonne un peu, ça vous dit peut-être quelque chose. Nous habitions en face d'elle dans le quartier Saint-Louis. Elle habitait, je me rappelle, aux environs de minuit. Moi, mes cousins, on la regardait en silence, à travers les jalousies. Adossée au magasin, elle fumait avec élégance. Nous apprenions nos poésies. Donc là, on a vraiment les enfants qui sont en train d'espionner cette magnifique dame. Déjà, la putain est bien glorifiée. C'est une dame avec une vraie prestance, une dame qui fait rêver des adolescents qui apprennent de la poésie pour pouvoir l'aborder, naïfs comme ils sont. Et le refrain, passionnément nous y pensions, à la paix, point de suspension. Qu'elle était bien, la putain. Et quand le mot arrive dans la voix chaleureuse de Serge Reggiani, quand le mot arrive, ça devient presque le plus beau mot de la langue française. C'est-à-dire que la prouesse de Dabadi, c'est justement d'avoir désactivé la charge transgressive de ce mot, même si ça reste la paix, point de suspension, mais on ose finalement le dire, parce qu'on a brodé de la poésie avec. On l'a inclus dans un espace poétique de sens, de rêve. C'est nostalgique, comme c'est une chanson nostalgique. La charge subversive revient d'ailleurs autrement à la fin de la chanson, on verra ça tout de suite. Ça ressemble un peu à Léo Ferré. Ton style, c'est ton cul. Et quand le poème est tellement halluciné, tellement beau, plein d'images choc entre le romantisme et le surréalisme mélangés, que du coup, lorsqu'il vient au refrain, ton style, c'est ton cul, le mot cul apparaît dans une sorte de beauté nouvelle. Il a fait peau neuve, et il finit d'ailleurs, lui, il finit sur ton style, c'est ton cœur. Il nous montre qu'il y a un lien direct, on est dans le côté charnel, entre ce qui est l'objet fantasmatique, le sorte de comble d'érotisme qu'est le postérieur féminin, et le cœur qui est le comble, je dirais, finalement de sensualité d'une rencontre humaine. On choque les registres, et on fait un joyau d'un mot qui était dans le caniveau. Eh bien,
maintenant, nous allons voir quelque chose d'aujourd'hui, quand je vous parlais de crise linguistique aujourd'hui, Michael Youn, qui est un peu le fils spirituel de Richard Gottener, qui joue aussi sur la langue beaucoup, certaines formes de paillardisme, mais quand même très travaillé. Alors voilà, ça commence comme ça, n'en déplaise aux puristes, la langue française demeure trop machiste, hein, c'est lui déguisé en femme qui dit ça, on est dans la parodie, on est dans l'humour, rien n'a changé, révolté, faussement féministe, un gars c'est un jeune garçon, une gare c'est une pute, et il le prononce, alors là on a de l'expressivité phonétique, souvent vous savez les Espagnols ou les Anglais comprennent pas le mot putain qui est un mot un peu serré, putain le U déjà est très dur à prononcer, et ils se moquent un peu de nous parce qu'ils ont des motherfuckers, ils ont quelque chose qui résonne dans l'expressivité phonétique, des puta madre, on a quelque chose de violent qui frappe justement. Avec le mot putain, justement, il y a quelque chose de restreint, ils se moquent de la sonorité même du mot. Toutes les langues ont un mot qui vient scander et remettre la langage dans une forme de transgression. Le nôtre fait rire. Là, dans la chanson précise, justement, non seulement parce que il est dit par un homme, alors que c'est une soi-disant femme qui chante la chanson, mais en plus, il est balancé dans l'explosif du P. Hein. Ça postillonne, c'est lourd, c'est proche du rap. Alors donc voilà, un coureur est un jogger et une coureuse c'est une pute, un chauffeur ça conduit le bus et une chauffeuse c'est une pute, et on a le mot pute qui va revenir pendant toute la chanson. Alors là on n'est pas du tout dans l'idée de magnifier quoi que ce soit, on est au contraire, et c'est l'effet comique, qu'on aime ou pas ce genre d'humour, c'est quand même l'effet comique, dans l'idée d'une répétition qui nous montre précisément l'insulte machiste à la base, et à la fin de la chanson on se dit mais est-ce qu'il n'a pas pris son plaisir finalement à insulter les femmes au nom d'une sorte de féminisme décrié. On sent vraiment que cette insulte répétée par tous les corps de métier, tout le monde y passe, puisque le jogger s'affiche en tant que jogger, mais la joggeuse c'est une pute, c'est le jogger lui-même qui va prononcer cette insulte. Et ça fait donc le tour de la jante masculine. Le tour de la jante masculine avec la même insulte, non magnifiée, brutale, éruptive, scandée comme ça. Alors, je détecte en plus dans cette chanson, si on peut appeler ça une chanson, quelque chose qui est aussi un ressort comique, un ressort humoristique. C'est 3 fois c'est une pute, une chauffeuse c'est une pute, une entraîneuse c'est une pute, un masseur c'est un kiné, une masseuse c'est une pute. Après on connaît par cœur, on peut le scander soi-même. Ça rejoint la chanson paillarde traditionnelle, hein, la chose qu'on peut scander en entendant à même la chanson. Mais surtout l'effet comique, il tient dans un petit bas. C'est-à-dire que 3 fois c'est une pute, c'est une pute, c'est une pute, et la 4e fois, l'homme hésite, fait comme s'il réfléchissait, comme si ça pouvait sortir de ce refrain scandé. Et ça, c'est une force comique terrible, ce qui a été vraiment pensé, parce que c'est une structure d'écriture. Et le bas, et revenir à la conclusion, c'est une pute, nous montre finalement qu'il n'y a pas d'autre échappatoire à ça, que tout le temps on est voué à parler de la femme sur la modalité de l'insulte, quand l'homme, lui, ne pose pas de problème. Alors, vous voyez, entre la putain de Reggiani ou de Dabadi et c'est une pute de Michael Youn, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Il s'est passé une chose importante, que la poésie finalement n'existe plus. On n'est plus dans un système de poésie. Dans ce genre là, on a bien sûr une poésie active en France, mais la poésie n'existe plus dans l'idée qu'elle a sa place pour transcender et pour faire de l'argot, finalement intégrer l'argot au dictionnaire, je dirais, de la belle langue. Parce que la putain de Reggiani entre dans le dictionnaire de la belle langue. Le c'est ton cul de Ferret entre dans le dictionnaire de la belle langue. Avec cette insulte répétée, il n'y a aucune possibilité de donner une quelconque profondeur à cela. Et deuxième chose importante, c'est quelque chose du terre-à-terre. On pourrait l'appeler comme ça et le conceptualiser ensemble. Il y a aujourd'hui un humour profond du terre-à-terre qui n'a pas commencé d'aujourd'hui mais qui est assez récent quand même. L'idée que le terre-à-terre, le plat, le lourd, a une valeur en soi. Une valeur qui peut prétendre à être chantée, une valeur qui peut faire des tubes, qui sont vendus de façon conséquente. L'idée d'un terre-à-terre qui vient justement écraser la poésie et qui tire une sorte de rire cynique, et je dirais nihiliste, de la poésie ainsi malmenée. Une sorte de combat rigolard contre la puissance poétique dont on a vu sur la conf de la création les ressorts cachés, les ressorts de création, de partage, de possibilité de transmettre l'onde de charme. Là, finalement, c'est pas tellement de l'onde de charme qu'on transmet, c'est pas non plus de l'onde de choc parce qu'on est dans une parodie, on est dans une sorte de suspension des ondes. On ne sait plus à quel sein se vouer, finalement. On est dans ce que je vais appeler le mouais, c'est-à-dire une sorte d'affirmation teintée, finalement, de négation. Mouais, j'affirme, mais mouais, je suis pas si sûr d'affirmer. Une sorte d'entre-deux qui est l'opposé, finalement, du bof. Le bof,
la génération bof, comme on a appelé ma génération, était je ne vais pas trancher, je ne tranche pas, et puis rien ne m'intéresse. Il y a absolument une sorte de désengagement du corps. Dans le mouais, le corps est là, mais il est là dans l'ère du soupçon. Tout a éclaté. Les ordres ont éclaté, les pyramides se sont écrouées, on est dans une sorte de tissu horizontal, et dans ce tissu horizontal où tout se vaut, finalement, on est dans une sorte d'affirmation qui nie. Mouais. C'est le mot de, je crois que c'est Jay Mannerey, c'est dans 30 ans et des poussières, un romancier qui raconte cette conférence d'Austin. Austin, qui est un grand philosophe du langage. Quand dire c'est faire, c'est un livre très important. Il montre que le langage est performatif et par les mots, je peux agir. Dire oui lorsque je me marie, c'est finalement me marier. C'est une action très concrète. C'est pas simplement des mots en l'air. Et Austin, à une conférence, fait la remarque suivante. C'est drôle, dans la plupart des langues, deux négations donnent une affirmation, mais deux affirmations ne donnent pas une négation. Et là, il y a quelqu'un au fond de la salle qui fait « mouais, 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 mouais ». Deux affirmations ne donnent pas une négation, mais quand vous entendez en conférence « mouais, mouais », vous avez deux affirmations, c'est quand même « mouais », qui donnent absolument une négation. Et donc c'est une façon cocasse de rembarrer le grand spécialiste qui fait blablabla avec sa bouche, mais finalement qui ne saisit pas, c'est Inerney qui parle de ça. Et il dit justement à la fin de ce magnifique texte, il dit « Eh bien, je suis ce type. Je suis le gars qui fait mouais mouais au fond de la salle. » Et il incarne ça dans sa génération. Et je pense qu'on est vraiment dans, je ne dis pas une génération, il ne s'agit pas de stigmatiser une génération, mais dans cette ère-là, dans cette époque-là, l'époque du mouais mouais. J'affirme que finalement, je ne vais pas trop affirmer. Une sorte de désengagement de la responsabilité qui est normalement le propre d'un langage incarné. Quand j'incarne la langue, je suis totalement responsable, presque physiquement responsable. Ma présence, mon attitude, ma diction, ma droiture, fait que je me présente comme quelqu'un pouvant endosser les responsabilités. Et donc je vais pouvoir affirmer, dire oui, ou dire non, mais ça sera vraiment non. Il n'y aura pas ce petit bas qu'il y aura devant. Quelqu'un qui dit bah oui ou bah non, précise qu'il n'est pas responsable de ce qu'il dit. Il se réfère à la doxa, à l'évidence. Et vous pouvez détecter les gens qui sont dans la doxa précisément par ce petit bas, qui est une sorte d'éruption automatique, spontanée. Ben oui, ben non. Et finalement, on n'est pas dans une réflexion. Regardez précisément la différence incarnée entre oui. Alors là, si tu me demandes si je peux le faire et je te dis oui, tu sens que je suis responsable. Il n'y a pas besoin d'avoir un CV qui va avec. Le langage incarné fait que si je te dis oui, les yeux dans les yeux, ça va avec toute quelque chose de physique, vraiment. Oui, bah tu sais que c'est oui. Peut-être que je bluffe, que je suis dans le mensonge, que je suis manipulateur. Certes, le langage peut être retors. Il y a plein de ressorts secrets au langage. Mais mon oui incarné est un oui. Et quand je dis bah oui, finalement, c'est pas un oui que je dis. Je dis une évidence que tu devrais partager. Et finalement, je ne vais même pas y réfléchir, parce que si tu réfléchis, tu vas trouver que c'est évidemment oui, et que du coup, je ne serai pas responsable du oui que je t'affirme. Voilà pourquoi une des définitions que je donnais notamment en terminale, quand j'étais enseignant en terminale, en philosophie, c'était la philosophie est l'art d'enlever le bas avant oui et non. C'est radical. La philosophie, c'est un art qui demande plusieurs années de pratique, et plusieurs lectures, et plusieurs réflexions profondes. Quelqu'un qui est normalement connaît la philosophie, pratique la philosophie, ne peut plus dire ben oui ou ben non à une question. Il dira oui, non, je sais, je ne sais pas, je vais réfléchir, je vais travailler, mais il sera responsable de sa parole. Et cette responsabilité, j'insiste, elle est dans une attitude, elle est ancrée dans une attitude, elle est ancrée dans le corps, tout simplement. Nous sommes dans une ère justement du bain qui revient du mouais, de cette possibilité d'affirmer et de nier tout en se désengageant. Donc négation du corps, qui va évidemment, je peux donner des explications très précises, j'en donnerai deux. Ça va avec évidemment une multiplication des outils de communication. On fait une conférence sur le langage, on doit évidemment parler de ces écrans qui nous envahissent, de ces téléphones portables qui nous envahissent. Et si c'est pas vous, c'est vos amis, c'est vos amours. Donc vous êtes aussi dans le bain, je dirais, techno-linguistique ambiant. Eh bien, cette multiplication des écrans est un oubli du corps, est une sorte de virtualisation des rapports humains. Un des drames de l'entreprise, qui peut très facilement être remédié, je pense, mais c'est précisément de s'envoyer des emails, de communiquer par les écrans. Les emails quand ils sont à deux bureaux d'intervalle. Ceux qui travaillent en entreprise savent à peu près ce que je veux dire. Et donc là, on est dans l'idée d'une... Alors, parlons des responsabilisations avec les emails, qui sont de véritables attaques personnelles. Envoyer des emails, c'est devenu violent maintenant. On fait noyer quelqu'un. On a des études sociologiques qui nous ont montré que recevoir des emails était un facteur augmentant le stress en entreprise. Assaillir quelqu'un d'emails sans le vouloir. Et c'est très intéressant parce que à deux bureaux, je préfère, plutôt que de parler à l'autre, donc de mettre mon corps
et donc de mettre ma responsabilité dans mon langage, dans ma façon de m'exprimer, et ben je vais envoyer des emails, et c'est une façon de refaire du bain sans marquer bain, parce que dans les emails on met pas de bain, mais on rejoint cette ère du mouais-mouais. Je te dis les infos, je suis pas responsable, et si tout d'un coup tu as l'impression que je me défausse de mes responsabilités, je vais te renvoyer les emails que j'ai reçus, te prouver qu'il y a une chaîne hiérarchique que je n'ai fait que respecter, que je me noie moi-même dans la masse des emails reçus. Les emails, c'est cette sorte d'archivage, parce que c'est ça la force de l'email. Je communique comme à l'oral, mais tout est archivé, vous savez bien. Tout est archivé, et je peux me réfugier dans les archives plutôt que de prendre acte, corps, faits et gestes des responsabilités qui m'incombent. Dans cette ère du mouais, dans cette ère du mouais-mouais, qui affirme et qui nie, on rejoint aussi une idée courante, décriée par certains linguistes politiquement orientés, et ça, tous ceux qui ont fait une expérience du professorat le savent, c'est l'idée de bavardage. Les jeunes ne font que bavarder, il est impossible d'avoir leur concentration. Le bavardage, futilité, individus narcissiques, gorgés de narcissisme, qui ne font que bavarder sur eux-mêmes. Cette critique, on l'a, je vais vous lire le texte parce qu'il mérite d'être lu, on l'a chez Érasme, ça remonte à plusieurs siècles, on l'a chez le philosophe Érasme, et qui fait une magnifique critique du bavardage. Dans l'opéra Omnia, au tome 4, Érasme parle du bavard. Le bavard se met à raisonner, pas AI, il se met à raisonner, il se met à raisonner sans qu'on le provoque, et si par 3 mots on lui donne l'occasion de parler, il se met à son bavardage absolument sans aucune mesure, aucun terme. Là aussi on est dans l'onde, là aussi on est dans le corps. Je donne l'occasion à parler au bavard, et ça y est, c'est le fleuve. Le joueur de flûte Arabius, il fallait lui donner, pour qu'il s'arrête de jouer, un cachet supérieur à celui qu'on lui avait donné pour qu'il joue. Belle arnaque, hein. Il nous saoulait avec sa flûte, mais au moins il s'arrêtait quand on le payait. Eh bien, nous dit Érasme, aucun cachet ne peut obtenir qu'il s'arrête celui qui s'est une fois enivré de sa propre parole. Magnifique définition du bavardage, comme quelque chose de, je dirais, d'une sorte d'indécence, et d'une sorte plutôt d'incontinence. Ça sort de la bouche, et ça ne peut plus se freiner, ça ne peut plus s'arrêter, et j'aime beaucoup l'expression d'Érasme, s'enivrer de sa propre parole, le bavardage, comme ça. On va voir que c'est plus compliqué que ça. Je continue avec Érasme. Que l'on puisse se rendre antipathique par un silence excessif, cela ne doit pas sembler si étonnant, puisque la parole a été donnée aux hommes pour faire le charme de leurs relations. Magnifique définition d'Érasme de la parole. La parole a été donnée aux hommes pour faire le charme de leurs relations. On l'a notamment dans la culture arabe du Moyen-Orient, on a vraiment l'idée que la séduction passe par la parole. Une jeune femme va demander à son galant « parle-moi ». C'est presque une injonction pour dire « séduis-moi, enivre-moi de ta parole ». Si c'est un bavard, elle va être vite déçue, mais l'idée de la parole charnelle inscrite dans le corps est totalement répandue, je dirais, de façon populaire au Moyen-Orient. La parole a été donnée pour l'onde de charme, en fait, voilà ce que dira, pour transmettre l'onde de charme. Une des possibilités de transmettre l'onde de charme. Donc, forcément, le silence excessif, c'est ennuyeux et c'est presque violent. Quelqu'un qui garde le silence ou qui ne rigole pas quand tout le monde rigole, c'est quelqu'un qui s'exclut de la communauté linguistique. Mais, nous dit Érasme, quiconque ennuie autrui par ce qui a justement été donné à l'homme pour dissiper l'ennui, que fait-il d'autre que transformer par son vice le miel en aloès? L'aloès, c'est une plante piquante, hein, c'est un cactus. Hein. Transformer le miel en aloès. J'aime beaucoup cette façon de raisonner d'Érasme. Ennuyer l'autre par justement ce qui a été l'instrument pour ne pas ennuyer, pour désennuyer. La parole comme force désennuyante, tout le monde l'a vécu. Parler pour combler le vide. Le prisonnier, au mitard, il parle, parce qu'il devient fou sinon. Et non pas parce qu'il est fou. On croit que le prisonnier au mitard parle parce qu'il a perdu la raison, et qu'il s'invente une communauté imaginaire, pas du tout. Certes, il s'invente une communauté imaginaire, mais il parle pour garder la raison. Au mitard, des expériences de mitard, il y a des choses fondamentales qui nous reviennent à l'humanité nue, à l'homme nu, démuni. J'utilise ce qui était là pour enlever l'ennui, la parole, et avec cet instrument-là, j'ennuie. C'est presque un scandale, le bavardage pour Érasme. C'est scandaleux. Et donc, c'est transformer le miel de la parole en aloès, en quelque chose qui va piquer, qui va heurter, qui va être un poison. La réponse que font notamment les professeurs, c'est que les jeunes bavardent parce qu'ils s'ennuient. Et ils vont combler leur ennui en racontant leur vie du week-end et leur vie, etc. En fait, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, me semble-t-il. C'est pas du tout un bavardage qui vise d'abord à saouler l'autre de sa propre parole. Il y a toujours ça autour de nous, bien sûr, il y a toujours le bavard, mais ça représente
une infime portion de la population. Il faut distinguer le bavardage, qui est une sorte d'envoûtement narcissique de sa propre parole, avec la nécessité l'engager à la nécessité de parler, l'urgence de parler. Je dirais, on peut même le baptiser comme ça, le CQF-E, ce qu'il faut exprimer. J'en fais une chose, le devoir dire. La chose qu'il faut qu'on exprime, qu'on sorte, qu'on utilise par le langage, sans quoi elle va nous envenimer, elle va nous entamer. Et on a tous comme ça des choses qui nous restent en travers de la gorge, sur l'estomac, des choses à dire à ceux qui peuvent l'entendre, à ceux qui sont des cibles pour nous, à ceux qui sont des auteurs de choses négatives, le besoin de parler, l'urgence qu'il y a à dire, à exprimer les choses. Vous voyez, on n'entre pas dans une philosophie du non-dit, de l'indicible, de l'ineffable, la chose tellement formidable, superbe qu'on n'arrive pas à trouver les mots pour le dire. On n'entre pas dans une philosophie du non-dit, on entre dans une philosophie du non encore dit mais qu'il faut dire. Avec cette idée d'urgence impérieuse ancrée dans le corps. Il y a des choses sur cette terre qu'on doit dire. C'est vital. J'ai besoin de te dire ça, à toi. J'ai besoin de te parler. Et bien sûr, parfois, on doit le taire. On doit le taire. Et ça demande des ressources psychologiques infinies. Ça demande une nervosité, un stress harassant, que de devoir retenir des paroles plutôt que de les adresser au destinataire, je dirais, évident de ces paroles-là, de ces vérités-là qu'on doit partager. Le ce qu'il fallait exprimer, le ce qu'il faut exprimer, contrairement au ce qu'il faut démontrer, c'est QFD, le ce qu'il faut exprimer, c'est quelque chose qui peut me gangréner de l'intérieur, quelque chose que je dois sortir. Et là, on n'a plus du tout affaire à du bavardage. On a affaire à des éléments de vie que j'ai emmagasinés en moi et que je dois censer, je dirais, si j'utilise le néologisme utilisé dans le jeu du phénix, c'est-à-dire donner du sens, donner de la parole pour pouvoir les ingurgiter. Le but n'est pas de sortir le CQFE, le ce qu'il faut exprimer. Mon but n'est pas de le dire pour m'en débarrasser. Mon but est de le dire pour l'intégrer. Il faut bien comprendre ce mécanisme-là. Je ne parle pas à l'autre pour me débarrasser. Ce n'est pas le moi-moi qui prédomine. Je me débarrasse de ce que j'ai à te dire. Je parle à l'autre parce que j'ai quelque chose sur l'estomac, sur le cœur, et que, en t'en parlant, cette chose, je pourrais la digérer. Et donc, il y a une sorte de bavardage qui n'est pas du tout un bavardage. En apparence, pour le professeur qui est là pour faire cours, il ne comprend pas pourquoi les jeunes ne se passionnent pas pour sa matière. Il voit donc ça comme des agressions, le bavardage des jeunes comme une agression. Et en fait, il en va d'une digestion émotionnelle, des événements récemment vécus qu'il faut qu'on digère, et ça passe par le langage. Me semble-t-il, une des premières fonctions du langage, très très peu analysée, c'est une fonction digestive événementielle. On parle pour digérer sa vie. Et si la parole a été donnée aux hommes pour être charmants, c'est parce que lorsque je dois digérer ma vie, je dois digérer des choses affectives, gorgées d'émotions. Je ne vais pas m'amuser à digérer des choses banales. Tu sais, je suis marché dans la rue et je suis allé à mon boulot. C'est ennuyeux, là, pour le coup, c'est du vrai bavardage. Je vais dire, tu sais, il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Pour moi, affectivement, hautement élevé. Plus l'affect gorge les événements que je vis, plus j'aurai besoin d'en parler. On comprend les commérages, on comprend les cancans. Quelque chose de fort affectivement m'atteint, je ne peux pas garder le silence. Il faut que je le digère. Donc je dois en parler. Pas à la personne qui me dit le secret, elle le sait déjà, à quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça que le téléphone dit arabe circule, qui est un téléphone en fait villageois, qui est un téléphone de communauté humaine, tout simplement. Alors, dans cette définition-là, ce qui m'intéresse, c'est qu'on est encore dans le corps, complètement dans le corps, mais aussi dans l'urgence. Le langage devient une sorte de vecteur gorgé, je dirais, de nécessité, d'urgence. Et là, ça rejoint cette introduction liée au rap, qui est quand même une parole d'urgence, liée à la poésie, la vraie poésie, qui est une urgence. Garcia Lorca, le poète à New York, c'est de l'urgence qu'il dit. Les grands poètes, c'est toujours des poèmes d'urgence, même les poèmes sophistiqués, même Dante, c'est toujours gorgé d'urgence. Il y a toujours de hauts enjeux, des enjeux émotionnels, et je vais parler. Aborder la littérature sous cet angle, c'est intéressant. Il n'écrit pas pour me communiquer une sorte de film intérieur, il l'écrit parce que c'était nécessaire pour lui. C'est presque la définition deleuzienne de l'écriture, magnifique dans l'abécédaire, on doit beaucoup à Deleuze, même si on diverge. La définition même de l'écriture pour Deleuze, c'est l'opposé de l'autofiction. L'autofiction, j'ai vécu une histoire d'amour, je vais parler d'une histoire d'amour. Première page de l'Anti-Oedipe, ça chie, ça baise. C'est extraordinaire, définition du désir dans l'Anti-Oedipe. Il utilise ces mots de l'argot, mais là, on a affaire à quelque chose tout d'un coup. Imaginez Deleuze, professeur d'université, ça chie. L'être humain, le corps humain, la carcasse humaine, ça chie, ça baise. Mais bravo, on a perdu cette verve des années 70. La philosophie du moi-moi aujourd'hui,
patate chaude dans la bouche, etc. C'est une philosophie qui a déconnecté complètement le rapport au corps et au langage et à la pensée. Cette articulation n'existe plus, c'est très dur de la retrouver. Les ordinateurs communiquent que de l'information. L'être humain communique de l'affect. Et l'affect, c'est le bordel. L'affect, c'est du symbole. L'affect, c'est infini. Et l'affect, surtout, c'est flouté. Ça floute tout. C'est un jargon de cinéaste. Le caméraman doit savoir ça, flouter. C'est-à-dire amener du flou, rendre flou. Et le langage est d'une puissance de floutage extraordinaire. J'ai presque l'impression qu'on parle parfois pour oublier. Je parle pour dégorger ce que j'ai à te dire, le CQFE s'est exprimé, et du coup je peux l'oublier, je peux l'archiver du coup. Ça y est, j'ai dit ce que j'avais sur le cœur, je respire, je me suis désencombré. C'est là, c'est en moi, je ne te l'ai pas donné, c'est pas une information que je t'ai transmise, c'est en moi, mais mon affect a pu se rétablir. L'opposé, finalement, du langage ainsi vu comme digestion événementielle, c'est le stress. Le stress, c'est quoi ? C'est les choses qui passent pas. La nécessité de s'adapter à des situations toujours nouvelles, je parle du stress contemporain, pas du stress syndrome physiologique tout à fait naturel, la situation est nouvelle, je dois m'adapter. Mon corps se met en alarme, en alerte. Mais le stress continue, qui est presque normalement un oxymore en soi, une contradiction dans les termes. C'est l'opposé d'un langage digestif quelque part. C'est une indigestion presque contagieuse. Je vais t'assaillir de choses, tu auras encore plus de CQFE, parce que je vais te parler mal, CQFE augmente, parce que tu auras exprimé que je t'ai parlé mal, mais demain je te parlerai mal aussi. Donc tu n'auras même pas l'occasion de vider ton CQFE que je vais l'augmenter comme ça. Alors on pressurise par le stress une sorte de harcèlement langagier qui fait que l'autre n'arrive plus rien à digérer et qui fait que l'autre est comme un zombie tout simplement, sans aucune force de résistance, sans aucun libre arbitre possible. Peut-être le meilleur esclavage moderne, c'est justement ça, augmenter la dose de ce qu'il faut exprimer sans la possibilité concrète de l'exprimer puisque tout passe par email et par des relations impersonnelles, voire programmées par des coachs spécialisés, pas tous, mais spécialisés, et des experts de la communication en entreprise qui finalement forment une sorte d'extension du domaine de l'email dans la relation humaine, pour les plus mauvais d'entre eux. On a finalement des expériences qui sont tentées, et surtout dans les années 70, c'est là où c'était très très riche. Vous connaissez peut-être l'Oulipo, des mathématiciens, des écrivains, c'était quoi ? C'était Raymond Queneau, François Le Lyonnais, qui se mettent ensemble, je crois que c'est autour de 68, me semble-t-il, des années 60, 61 je dirais, 61, à vérifier, ouvroir de littérature potentielle, Oulipo. On va comprendre qu'il y a une utilisation extrêmement féconde des contraintes. Que la liberté de tout dire est la liberté de ne rien dire, et donc l'opposé de la liberté. Et que pour pouvoir s'exprimer et apporter du nouveau, apporter de la créativité, il va falloir qu'on se contraigne. C'est paradoxal, en fait, ce n'est pas du tout. J'ai retrouvé une interview de Georges Perec, qui participait activement à l'Oulipo. C'est Calvino, c'est Georges Perec, Queneau, etc. Il parle du free jazz, thème qui m'est très cher, et voilà ce qu'il dit. Dans la littérature de Flaubert à Joyce, tout a éclaté. Le temps, l'histoire, l'ordre, le personnage, le véridique, le vraisemblable. Au-delà, toute lecture devient soupçon, mouais. Au-delà, toute lecture devient soupçon, et tout langage devient terreur. Tout est permis, c'est-à-dire que rien n'est possible. Sublime phrase. Tout est permis, aucune contrainte, la possibilité de dire la moindre histoire d'amour que l'on vit comme ça, et d'en faire un livre, etc. Tout est permis, donc rien n'est possible. C'est très puissant parce que il faut insister sur le terme de potentiel. Le potentiel n'est pas le hasardeux. C'est pas faire au hasard. Vous connaissez tous peut-être La Disparition, le livre de Georges Perec, justement. C'est le plus grand lipogramme de toute l'histoire humaine. Je crois qu'il n'y en a pas un qui a battu ça. Donc, un livre de 300 pages sans la lettre E en français. Lorsqu'on sait que la lettre E revient une fois tous les 6 fois, oui, c'est ça, toutes les lettres, tous les 6 lettres, il aurait pu se contenter du jeu oulipien, mathématiques, contraintes, etc. Pas de E, qui est vraiment une gageure suprême. Mais, pas de E, c'est aussi pas de. Et que sont eux, et on le voit très bien dans le livre, ça parle de climat d'assassinat, ça parle de meurtre. Eux, c'est d'abord, ce sont ses parents. Il a perdu sa mère qui a été... son père est mort en 40 au front, et sa mère a été déportée à Auschwitz en 43. Donc, ne pas mettre de E dans son roman, c'est ne pas mettre de E. L'absence des êtres aimés, le drame, la mort. Et puis, c'est ne pas mettre de E, on peut même étendre ça à la condition des Juifs dans la Deuxième Guerre mondiale. E.
ne pas mettre de l'absence du E. Donc vous voyez, il y a un sens, on est dans un CQFE, c'est ça que je vais vous montrer. On est dans une urgence de dire, on est dans un ce qu'il faut exprimer. C'est pas un jeu gratuit, vous comprenez? On est dans du potentiel, mais qui n'est pas le hasard, qui est un hasard presque, certains ont appelé ça l'anti-hasard presque. Les contraintes sont fécondes, parce qu'elles sont des contraintes précisément. Ne pas mettre de E me donne une imagination et une créativité supérieure à cette sorte de licence absolue qu'on appelle aujourd'hui liberté. Donc on sort complètement d'une définition de la liberté comme licence absolue. Les contraintes sont fécondes artistiquement, humainement, poétiquement, langagièrement. Une idéologie langagière. Tu dois changer ta vie. Ta vie n'est pas suffisante. Alors, bien sûr, si tu souffres, etc., il faut que tu améliores ta vie, il faut que tu transformes des choses dans ta vie. Mais c'est beaucoup plus fort que ça comme idéologie. À ma connaissance, le seul philosophe qui en a parlé très récemment, c'est Peter Sloterdijk, dans le livre qui s'appelle « Tu dois changer ta vie ». Et il dit ça, Peter Sloterdijk, je pense que là, on a affaire à l'autorité du mouais. Tu veux voir, toi? Mouais. Mouais. Existentiellement, tu es insatisfaisante par rapport à ce que tu pourrais être, donc prends des cours de toi-même. Prends des cours de toi-même. Vous comprenez, quand je critique, par exemple, le coaching, je ne critique pas du tout les coachs. Il faut bien que ça soit clair. Il y en a qui sont très bien. Enfin, je veux dire, chacun son métier. Ni les psychologues. Quand je critique la psychologie, une certaine utilisation de la psychologie, je ne critique pas tous les psychologues. Dans mes conférences, je puise abondamment dans la psychologie, dans la sociologie. Mais je critique ceux qui sont affiliés à cette idéologie du mouais-mouais, qui est en fait une idéologie extrêmement dictatoriale. Elle est d'autant plus paradoxale, cette idéologie, ou cette religion, ou ce nouveau culte, ce culte du moi imparfait qu'il faut compléter par des cours. Je le fais très vite, mais la télé-réalité n'est fondée que sur ça, et c'est une école qui donne ces valeurs-là. Jeune fille, jeune garçon, prends des cours de mise en forme pour être toi-même. Alors, pour chanter, mais pour être toi-même, plus profondément. Le jury sadique, il n'a que cette fonction-là dans les jeux télévisés. Le jury est sadique parce qu'il sadise notre être actuel en disant « Tu n'as pas suivi mes cours, je vais te tenser ». Elle est d'autant plus perverse, cette idéologie, qu'elle utilise le mouais-mouais qui ne fait pas peur. Mouais-mouais, ça fait pas peur. Quelqu'un qui dit mouais-mouais, quelqu'un qui dit non. Alors là, oui, c'est la résistance, la rébellion. C'est Spartacus qui se dresse et qui dit « Venez les esclaves, venez avec moi ». Mais ça, c'est archaïque, on n'est plus là-dedans. Dans cette idée d'une résistance en réseau où le mouais dissout les individus, dissout les résistances. Le mouais-mouais paraît inoffensif et peut-être que c'est ça, justement, sa plus grande nocivité. Voilà ce que dit Peter Sloterdijk, philosophe allemand contemporain, que j'ai eu la chance de croiser et de dialoguer avec lui. Cette autorité du mouais, il ne l'appelle pas comme ça c'est moi, cette autorité, je dirais, du « tu dois changer ta vie », dit-il, elle est mon pas encore le plus intime. Ma transformation, voilà ce qui est urgent. La phrase, dit-il, « tu dois changer ta vie » doit désormais être entendue comme le refrain d'un langage de la mise en forme. Elle s'inscrit, cette phrase, « tu dois changer ta vie », dans un nouveau genre rhétorique, le discours des coachs, le savon que l'entraîneur passe dans les vestiaires à une équipe mal préparée. On a l'idée que le langage va être le vecteur d'une reprogrammation des individus, reprogrammation complètement consentie, puisqu'on leur dit qu'ils sont imparfaits, qu'ils ont des tares, donc on veut se parfaire, on est tous plus ou moins en thérapie, on est tous plus ou moins cabossés par la vie, l'enfance, la situation du couple occidental, et donc on a toujours des petites tares, des petites bosses. Eh bien, l'idéologie justement du « tu dois changer ta vie » va s'infiltrer dans ces voies-là. J'insiste bien, il ne s'agit pas d'une critique d'un rapport, je dirais, spirituel avec l'existence, d'un rapport profond d'authenticité où il y a du CQFE fort qui cherche à s'exprimer, et parmi les possibilités d'expression, eh ben, on passe par la psychologie, on passe par une certaine forme de développement personnel. C'est pas du tout ça que je critique. C'est cette idéologie insidieuse qui consiste à mettre du mouais-mouais lorsque soi-même on se regarde dans le miroir. Ce sont les CQFE d'une communauté linguistique qui font évoluer le langage. Parler par exemple d'une langue morte est totalement idiot. Il n'y a pas de langue morte. Il y a un état de langue qui a été fossilisé de façon artificielle à une époque de son développement, mais dire que le grec et le latin sont des langues mortes, c'est totalement inepte. Le grec et le latin ont continué d'évoluer tout le temps. Le latin, par exemple, a continué d'évoluer. Il ne s'est pas éteint, au IIe siècle après Jésus-Christ, le latin. Le latin a continué d'évoluer, à se mélanger comme toute langue, à se métisser, et ça a donné toutes les langues romanes. Donc, parler du latin comme langue morte, c'est avoir une photographie biaisée d'un état de langue totalement artificiel. C'est intéressant. On est tout le temps dans un flow, tout le temps dans une création continue. Finalement, cette création continue a sa racine, et ça c'est mon deuxième livre sur le langage, a sa racine dans le CQFE.
non pas dans l'institution, dans les dictionnaires. Vous avez vu comment ils sont en retard, les dictionnaires. Je crois que les nouveaux mots, vous avez vu, hein, il y a des... À l'arrache, par exemple, c'est un mot qui existe depuis 20 ans, et il arrive enfin dans le dictionnaire. Les dictionnaires sont toujours en retard, les linguistes le savent très très bien. Les linguistes, pas les écrivains, les linguistes. Les linguistes savent très bien ce que c'est une langue. C'est eux qu'il faut consulter. Parce que les linguistes s'intéressent à la langue telle qu'elle est, dans une description, et non pas telle qu'elle devrait être. C'est ça la grande différence. Alors que l'écrivain, lui, il partage ce fantasme que j'ai moi aussi, bien sûr, hein, de vouloir triturer un peu la langue, jouer avec elle, connaître ses limites, et aller dans un devoir-être. Le devoir-être, le linguiste, il n'en a rien à faire. Le linguiste, il constate des faits. Voilà pourquoi il y a des choses qui sont une vérité évidente. Toute langue est un mélange, il n'y a pas de langue pure, les linguistes ne sont pas des puristes, dit Claude Agege. Voilà, tous ces fantasmes que nous partageons parce que inconsciemment tous, nous voulons un peu triturer la langue, les linguistes ne les partagent pas. Je pense que la langue se fonde dans le CQFE, dans des choses qu'il faut exprimer, et donc totalement corrélées par la vie. Un peuple vit une vie dans des conditions données. Famine, guerre, violence, poésie, douceur, charme, je ne sais pas. Et ces conditions-là provoquent un CQFE particulier partagé par la plupart des locuteurs. Une vie tranquille fait qu'un peuple est tranquille, et donc la langue va se colorer, parce que les CQFE seront plutôt de l'ordre de la tranquillité, de la douceur, de la compréhension. La langue va se colorer des intonations, des choix phonétiques, de la façon de s'exprimer liée au contexte sociopolitique du pays. Voilà comment la langue se forge. Les CQFE s'expriment, ça passe tout simplement par j'ai un truc sur le cœur, je vais te le dire, et je vais même ne pas faire attention à mes mots vont sortir. Et là, on a affaire à la langue, pure corporéité. Et ce qui va freiner évidemment ce mouvement-là, ce sont les puristes que nous sommes tous plus ou moins, c'est-à-dire des individus qui vont vouloir freiner l'évolution de la langue. Elle évoluera, on le sait, mais on peut la freiner. On peut mettre des bâtons dans les roues, on peut stigmatiser, c'est ce que je vous disais, stigmatiser une certaine population qui utilise mal la langue. Ça ne veut rien dire. Utiliser mal une langue ne veut strictement rien dire du point de vue linguistique. C'est du point de vue de l'académie, de la norme, de la standardisation de la langue. Comprenez bien ça, cette tentative de standardisation qui fait que la langue a un succès, qui passe par la scolarisation, qui passe par l'écrit, etc., est quelque chose d'artificiel extérieur à la langue. À un moment, on décide d'un code commun pour la presse, etc., et on va standardiser. Et le grand combat d'une langue pour demeurer, je dirais, pleine de vie, vivante, créatrice, c'est de pouvoir remettre la standardisation à sa place comme quelque chose qui décrit la langue, mais qui ne doit pas être une norme. C'est l'opposé d'une description de la langue. La grammaire est une description de la langue, c'est pas une norme. Les dictionnaires sont des descriptions de la langue. Ça peut changer, ça change tout le temps. Et nous, évidemment, nous tous, on appelle ça des locuteurs naïfs, donc ça veut dire des non-linguistes. Les locuteurs naïfs ont tendance à prendre la description d'une langue comme une normalisation, comme des règles du jeu. Ce ne sont pas des règles du jeu, ce sont des faits, des constats sur la langue. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Et les puristes, que nous sommes tous, confondent la description d'une langue avec la norme d'une langue. Tu ne dois pas dire comme ça. Mais les étymologies fantaisistes que nous faisons tous montrent qu'on a le droit de tout dire dans la langue. Tout dire. Ce qui compte, c'est d'être compris, et ce qui compte, c'est de produire l'effet voulu. Si l'effet est de faire rire, je vais écrire « je suis beau comme ça », parce que ça fera plus rigoler que « je suis beau », qui n'est absolument pas comique. Et si je parle à ma grand-mère et que je dois lui donner une information, je vais m'adapter à la possibilité de réception de ma grand-mère. Et donc, le CQFE, freiné par les puristes, provient d'une communauté prise dans la vie, dans le quotidien, et s'ancre dans l'argot. J'entends par argot le parler complètement corporel. On a une langue très haute qui s'éloigne du corps, et on a une langue extrêmement proche du corps, proche des affects. C'est cette puissance argotique, cette puissance de la... Alors on est dans le magma créatif de la langue. Il faut que ça sorte, et il faut que ce que je te dise soit dans un rapport minima-maxima avec le CQFE. En minimum de mots, je dois pouvoir t'exprimer ce qu'il faut exprimer. Le CQFE, je vais utiliser le minimum de mots, et c'est là où j'ai recours au parler qu'on dit populaire, à l'argot, à l'expressivité. J'utilise l'expressivité pour raccourcir tout ce que j'ai à te dire, et plus on est dans une série d'emails et une série de dépersonnalisation des rapports linguistiques, plus on doit faire vite, et plus l'argot, on en a besoin. Dès que je parle, il y a quelque chose de l'ordre de l'urgence, de l'inscrit, et qui va être une subversion par rapport aux puristes, à la norme, au « il faut parler comme ceci et comme cela ». Prenons par exemple, dans les mémoires de Madame Jean Lys, qui est quand même la puriste du XVIIIe siècle, elle parle de la Révolution. La Révolution française a induit une révolution dans la langue, comme tout mouvement social, comme toute effusion politique, puisque c'est aussi une effusion affective. Imaginez la taille des CQFE individuels dans une révolution. Tout ce qu'il faut exprimer dans une révolution. Les trahisons, l'amour, les sentiments extrêmement forts qui brûlent dans une révolution. Le CQFE est très haut, donc la langue se tord.
Les puristes s'alarment, mais la langue trouve sa propre voix. Voilà ce qu'écrit Madame de Genlis. Voici encore des phrases du langage révolutionnaire qui ne me déplurent pas moins. Voilà les phrases nouvelles qui l'horripilent. Aborder la question. À l'époque, c'est tout à fait nouveau. Aborder la question. C'est vraiment, on aborde un bateau, aborder la question. En dernière analyse. Alors ça, c'est stupidissime pour elle. En dernière analyse. Et traverser la vie. Phrase stupide. Alors, ce qui est très drôle, traverser la vie. Très, très drôle, c'est que, elle explique, on ne traverse un chemin que dans sa largeur. Car y marcher dans sa longueur, ce n'est pas le traverser, c'est le suivre. Et c'est trop court pour la vie. Donc, traverser la vie est stupide. Et donc là, on a affaire à une caricature de purisme, mais on l'est tous, plus ou moins, c'est très très intéressant. On l'est tous même liés à l'orthographe, par exemple, bon, cheval, chevaux, vous connaissez. Et si je vous dis fanal, la grosse lanterne ou les feux dans une tour, ouais, hein, on hésite tous, les fanaux. Hein. Et si je vous dis chenal, le canal, chenal, dans un port, chenal, chenot. Et ça rejoint cette histoire véridique du directeur de zoo qui demande à un chasseur de lui rapporter 2 chacals. Pas des 2 chacos. Sauf qu'il ne sait pas. Et donc il lui dit s'il te plaît, ramène-moi un chacal. Et puis PS, pendant que tu y es, tu peux m'en amener 2. Voilà. Pour éviter d'avoir à prononcer le truc. Vous voyez, le purisme, on en a tous. L'hypercorrection, le snobisme dans la langue. L'idée qu'on va essayer de parler une langue très haute qui ne doit surtout pas être taxée de petite bourgeoise. Et donc, une recherche comme ça des mots les plus subtils. Plus l'institution essaie de chapeauter la langue et de réfréner les CQFE, plus le purisme se développe. Le purisme va de pair avec l'institutionnalisation de la langue. Donc, comme je vous ai dit, la langue n'est pas une institution. Les coutumes sont des institutions, les lois d'un pays sont des institutions. La langue est une fusion de nature et de culture. Jusque-là, toutes les tentatives de langue artificielle, par exemple, ont échoué, je dirais, à se diffuser globalement. J'étais, par exemple, un grand amoureux de l'espéranto, j'ai pris des cours d'espéranto. En fait, une des missions de ma vie était de construire une langue artificielle. À 13 ans, je collectionnais des dictionnaires, et je faisais la collection des dictionnaires pour pouvoir créer une langue à partir de langues existantes. Et donc, c'est là où j'avais une petite erreur de jeunesse, c'est plutôt que d'acheter des dictionnaires de langues très parlées, le chinois, l'arabe, l'espagnol, je prenais les plus rares, les langues mais inconnues. Et je voulais créer ma langue à partir de bijoux de collection, le suédois, le gaze, etc. Et je tombe un jour sur une langue totalement inconnue pour moi, la méthode assimile de l'espéranto. Qu'est-ce que c'est l'espéranto? Quel pays? Et là, je découvre à mon grand désarroi que quelqu'un avait eu l'idée plus d'un siècle avant moi et que c'était drôlement bien fichu. Et il y a des locuteurs natifs d'espéranto. Leurs parents leur parlent espéranto, il n'y a pas de problème. C'est une langue, comme je l'ai appris, je peux vous dire, qui est extrêmement subtile, qui est riche, qui fonctionne. Il y a des inventions, il y a une communauté espérantiste. C'est une langue évidemment sans aucune irrégularité. Vous apprenez à conjuguer en 1 minute. Allez, on y va. Tout ce qui finit en as, c'est du présent de l'indicatif. Tout ce qui finit en os, c'est du futur de l'indicatif. Et tout ce qui finit en is, c'est du passé. Mi amis, j'aimais. Mi amas, j'aime. Mi amos, j'aimerais. Vi amas, tu aimes. Vi amos, tu aimeras. Vi amis, tu aimais. Vous connaissez la grammaire. Et ça, il n'y a aucune irrégularité, ça fonctionne. Donc c'est vrai que c'est un rêve. Tous les constructeurs de langue artificielle rêvent encore de cela. Mais ça ne fonctionne pas parce que, quand bien même l'espéranto fonctionne, il y aurait autant de façons de parler espéranto qu'il y aurait de communautés vivantes dans des situations géographiques, linguistiques et culturelles différentes. Imaginez l'espéranto dans le Moyen-Orient et l'espéranto en Chine. C'est des contextes qui n'ont pas les mêmes CQFE. Les individus ne sont pas confrontés aux mêmes problèmes dans la vie. Et donc ils torderaient la langue, non seulement en mélangeant au chinois ou à l'arabe, ce qui est évident, c'est évident qu'il y aura un mélange à un moment. Si vous apprenez l'anglais, vous mettez de l'anglais dans vos phrases, pareil pour l'espéranto. Mais en plus, confrontés à la langue évolueront différemment. Bon, c'est un vaste débat, on va pas entrer là-dedans. Ce que je veux vous montrer, c'est simplement le puriste qu'on est en soi est peut-être une personne assez dangereuse. Parce que, et c'est là où ça induit un parallèle avec la politique. Vouloir freiner l'évolution de la langue, le changement de la langue, ce que j'appelle dans mot pour mot la langue intime, notre langue intime, celle qui nous est propre, liée à notre mythologie personnelle, c'est finalement nous empêcher d'arriver au CQFE. Ce qu'il faut exprimer, c'est mettre des freins, mettre des barrages. Et un des plus grands défenseurs de la langue vivante, évidemment populaire, c'est Victor Hugo.
Victor Hugo s'attaque violemment, Victor Hugo, qui est quand même un des sommets de la langue française, s'attaque violemment aux puristes. Voilà ce qu'il dit: la langue française ne s'est pas fixée et ne se fixera point. C'est en vain que nos Josué littéraires crient à la langue de s'arrêter. Les langues ni le soleil ne s'arrêtent pas. Le jour où elle se fixe, c'est qu'elle meurt. Là, on a affaire à quelqu'un qui connaissait justement l'essence même de la langue. Regardez comment nous faisons de la langue nôtre et nous la tordons en fonction des nécessités. Dans les étymologies populaires, non pas les linguistes, mais nous inventons tout le temps des étymologies. On ne dit plus maintenant des factions rivales. Faction, ça veut dire groupement. On dit des fractions rivales, précisément parce que le mot faction, pour nous, aujourd'hui, nous évoque des groupuscules, des groupes morcelés. Et donc on parlera de fractions rivales, ce qui est évidemment quelque chose qui va tordre la langue dans un autre sens. On dit les jours ouvrables. Très peu d'entre nous savent de quoi il s'agit, les jours ouvrables. Ce ne sont pas les jours où les magasins, les écoles et les bureaux sont ouverts. C'est des jours où on va travailler. De l'ancien français, ouvrer, travailler. On a aussi faire long feu, qui voulait dire s'échouer. Faire long feu, s'échouer. On l'a pris comme quelque chose de positif et on a trouvé le négatif, ne pas faire long feu. Ce qui veut strictement rien dire si on respecte l'étymologie savante. Une alternative aujourd'hui est comprise comme un des termes d'une alternative, comme un choix, comme une option. On dit il y a deux alternatives. Évidemment, les puristes que nous sommes, on rectifie, mais on voit ça plutôt comme un choix, une option, plutôt que comme justement le choix entre deux choses. Et la plus drôle, c'est le bikini. En 1946, celui qui invente ça, Louis Réard, il y a une explosion nucléaire dans l'atoll Bikini, qui est un atoll existant. Et l'explosion nucléaire, et lui, il veut lancer ce maillot de bain spécial, le bikini. Et il se dit, je vais donner le nom de bikini, parce que c'est les atolls et parce que c'est une explosion, pour former une sorte de mode qui soit aussi éruptif que l'explosion nucléaire. Que tout le monde porte son bikini, comme si ça explosait. Et évidemment, qu'est-ce qu'on a inventé? Nous, on a inventé le monokini. Comme si le bikini, qui est un nom d'atoll, donnait le bi qui signifie deux, et inventait le monokini. Donc on est totalement dans un jeu, inconscient ou non, avec le langage. Je parlais du silence au début, j'aimerais qu'on revienne là-dessus. La possibilité du silence, vous l'avez peut-être déjà vécu lorsque vous rencontrez quelqu'un, souvent d'une autre culture que la culture parisienne, qui ponctue ses phrases par du silence. Il y a Max Picard qui, dans un très très beau livre qui s'appelle Le Monde du silence, écrit une philosophie du silence comme producteur du langage. Ce qui produit le langage, et finalement la parole a d'autant plus de poids, non pas parce qu'elle choisit des mots, mais parce qu'elle s'appuie sur du silence avant. Et je pense que c'est presque l'antidote pour remettre le mouais-mouais à sa place. On ne peut plus dire mouais-mouais s'il y a du silence qui précède. On dit mouais-mouais parce qu'il y a du bruit qui précède, des mots qui précèdent. Mais quand le silence précède, il y a une qualité d'incarnation du langage qui est recouvrée. Voilà ce que dit Max Picard dans Le Monde du silence. La parole est sortie du silence, de la plénitude du silence. Cette plénitude aurait explosé de soi-même si elle n'avait pu s'écouler dans la parole. La parole qui tire son origine du silence est là comme par mission. Elle tient sa légitimation du silence qui la précède. Certes, c'est l'esprit qui donne à la parole sa légitimation, mais le silence qui précède la parole est le signe que l'esprit exerce ici une activité créatrice. Il tire la parole de la gravidité du silence, la fertilité du silence. Le silence, non pas comme quelque chose de négatif, absence de parole, mais comme quelque chose de positif, fécondation du langage, fécondation de la parole. Quand deux hommes, continue Max Picard, quand deux hommes s'entretiennent, il y a toujours un tiers présent, le silence. Il écoute, magnifique. Les vraies conversations que vous avez eues, les vraies discussions avec vos proches, avec des étrangers, vous étiez bercés de silence. Vous n'étiez pas deux, vous étiez trois. Il y avait l'interlocuteur, vous-même, et le silence qui ponctuait vos phrases, et qui écoutait et qui donnait une épaisseur à la parole. Ce qui donne de l'ampleur à une conversation, c'est que les paroles ne se meuvent pas dans l'espace étroit des interlocuteurs, mais qu'elles viennent de loin, de là où le silence écoute. Elles acquièrent par là même plus de plénitude. À la fin, les textes de Platon finissent toujours dans le silence. Le soleil, la nature et le silence. Les hommes qui ont parlé écoutent maintenant le silence. Cette puissance du silence, comme puissance de vie, comme puissance de vitalité du langage, fait que le langage, comme vecteur d'événements que je dois digérer, peut s'appuyer sur, je dirais, l'attitude la plus mystérieuse de l'être humain.
la capacité de réflexion, la capacité d'intériorisation du monde. Ce dont nous sommes capables, outre le langage, un langage construit, que l'on construit sans cesse, que l'on crée sans cesse, c'est la capacité de faire entrer le monde en nous et de l'incarner. Un simple mot fait vibrer l'air et vous avez l'objet dans votre tête qui résonne. Les choses précises, un cheval au galop, et un cheval galope dans ta tête. Cette puissance incarnative du langage va dans les deux sens, et c'est ce qu'on oublie souvent. Je peux provoquer, incarner en vous des éléments magiques, des éléments qui viennent simplement d'une vibration d'air, mais vous-même, quand vous parlez, il y a une possibilité d'entrer en moi-même. Le mélange humain se fonde précisément sur cette explosivité narrative qui va de pair avec une complicité. Tisser de la complicité, c'est s'échanger des mots, et plus fondamentalement, s'échanger une qualité de silence. Les grands amis, c'est ceux qui sont capables précisément de s'échanger ce silence. Le silence, pour presque conclure, c'est finalement avoir ce qu'il faut exprimer, qui est capable de prendre conscience de lui-même. J'ai des choses à exprimer, mais je peux, de façon aveugle, m'élancer dans le verbe et cracher à l'autre ce que j'ai à lui dire ou lui signifier autrement que par des mots, par une attitude, des sourcils froncés, de l'onde de choc qui passe d'une façon ou d'une autre. Mais je peux aussi prendre conscience du CQFE. Et prendre conscience du CQFE, pour tisser un peu plus loin que ce que dit Max Picard, c'est précisément prendre conscience d'une qualité de silence. Cette prise de conscience passe par une qualité qui pourrait être méditative, de recueillement, de gravité. Les choses graves que vous vous échangez sont toujours précédées du silence et toujours suivies du silence. Le silence est ce qui borde le langage et lui donne sa chair, sa stature, la puissance de l'enjeu, la puissance du CQFE que le langage lui-même exprimera. Je vais terminer par une évocation de mon livre Marabouté, qui est mon premier roman, et je n'ai fait qu'un roman jusque-là, qui fait 600 pages. Vous avez tout l'été, puisqu'on se retrouvera à la fin septembre, pour M comme manipulation. C'est pour ça que je n'ai pas abordé la notion de mensonge, je n'ai pas abordé la notion de manipulation et de communication politique. C'est précisément la prochaine conférence, j'essaie de faire un suivi. Dans Marabouté, c'est une traversée du langage sous toutes ses formes, avec une contrainte oulipienne qui m'a arraché les cheveux, ils ont un peu repoussé. J'en avais plus avant d'écrire le livre. J'ai dû m'enfermer chez moi pendant 1 an sans sortir. Je sortais 5 minutes par jour. J'étais totalement absorbé dans le livre. Donc c'est un livre proche de la transe parfois, proche du rite vaudou, mais avec une vraie trame. Et il y a 2 jeux sur le langage qui résonnent avec tout ce que je viens de vous dire. Le premier jeu, c'est le jeu avec le corps. C'est un livre qui floute les corps des personnages. Vous ne pouvez pas savoir quelque part... Écoutez, c'est comme, ce n'est pas ça le livre, mais je vous donne un exemple pour ne pas vous donner la clé du livre, que vous découvrez à la fin avec la nécessité impérieuse de le relire, puisque vous allez vous faire arnaquer dans cette lecture, c'est une arnaque totale du lecteur. Imaginez que je décrive quelqu'un avec une grande jeunesse, que pendant tout le livre vous avez l'impression que vous avez affaire à quelqu'un qui est jeune, et qu'à la fin du livre vous vous rendez compte que c'est une grand-mère. Imaginez un peu votre stupéfaction. Et sans bluffer, je ne vous ai jamais dit que c'était quelqu'un de jeune, mais j'ai utilisé la chair des mots, l'expression phonétique, la musicalité des mots pour vous faire croire que vous aviez affaire à quelqu'un de jeune et de resplendissant alors que c'est quelqu'un qui est à la fin de sa vie. C'est pas du tout ça l'arnaque, mais c'est exactement le même procédé sur 3 personnages principaux. Et donc ça c'est la première chose sur le langage. Le langage est une puissance double. Le langage peut nous forcer à imaginer ce qu'on veut imaginer. C'était ça la démonstration. L'imagination n'est pas une force créatrice. L'imagination peut être une force d'aliénation. Je peux me laisser avoir dans une imagination qui est en fait complètement contenue dans un langage savant, intelligent, qui sait où nous faire imaginer. On imagine toujours là où on veut qu'on imagine. C'est un peu la morale de l'histoire. Et une autre morale de l'histoire, c'est que c'est en retrouvant justement ce CQFE interne qu'on a tous en nous, en retrouvant ça, qu'on peut retrouver la possibilité de se libérer par la langue. La langue en elle-même n'est pas libératrice. Elle n'est libératrice que si j'enlève les freins et que j'arrive à toucher mon CQFE et à le dire et à le formuler. Et puis le deuxième jeu, je vais finir là-dessus, c'est un jeu évidemment dans tous les sens orthographiques, qui est la possibilité de construire du sens. Il est question d'une langue inventée dans ce livre, ou qui remonterait à un passé immémorial. Et il y a vraiment l'idée d'une institution d'une langue. Quelque chose de naturel et de culturel existe, le fait de parler telle ou telle langue, et si, tous en commun, nous décidions d'institutionnaliser le fait même du langage, ce que font les tentatives de langue artificielle. Cette possibilité d'institutionnaliser, de se fixer des règles communes à quelque chose qui est naturel, peut s'appliquer dans tous les domaines. À un moment, on peut décider des règles du jeu que l'on suit. C'est toute ma philosophie qui est résumée là, qui est pour ça qu'elle a des incidences politiques et intimes.
la possibilité d'institutionnaliser, que j'appelle dans le livre, et c'est presque une quête, une chasse au trésor, hein, que j'appelle amouder. Amouder, c'est un mot intraduisible, c'est la possibilité de se donner des règles à quelque chose qui normalement vient de la nature et vient de la culture, qui n'a pas été pensé. Cette puissance-là, c'est une puissance qui est le fondement même de toute alignation humaine. La possibilité ravie, joyeuse, de s'en remettre aux autres dans un mouais-mouais perpétuel qui oublie finalement ce qui vaut la peine, c'est-à-dire de composer soi-même le sens de sa propre vie. Je vous remercie.